qui est sûr, c'est que si l'Europe a fait rêver pendant des décennies, l'Europe ne fait plus tellement rêver ces dernières années quand on voit ce qui se passe. Cela étant, vous l'avez évoqué, les équilibres bougent. Ils bougent parce que l'on connaît dans les conflits actuels, ils bougent parce qu'il y a des développements nouveaux qui se produisent, et il est clair que demain nous n'aurons plus la même configuration des rapports intercontinentaux tels que nous les avons eus depuis, on va dire, la dernière guerre mondiale, pour remonter à loin, mais c'est peut-être pas forcément la bonne date. Mais je pense que ça c'est clair que quelque chose d'autre se construit. Je pense que interlocuteur privilégié, le Maroc le sera parce que ce sera l'Europe qui viendra lui demander. Jusqu'il y a quelques années, comme je le disais dans mon propos tout à l'heure, le Maroc était en attente de quelque chose à l'égard de l'Europe et donc formuler une demande, formuler des attentes, de par l'histoire, de par plein de choses que l'on peut expliquer. Et donc, on est dans une inversion aujourd'hui. Comme je l'ai dit, pour le retour de l'Allemagne et le retour de l'Espagne, c'est pas le Maroc qui est venu en disant mettez-vous autour de la table, on rediscute. Ce sont ces pays qui ont fait la démarche. De la même manière, c'est l'Europe qui fera la démarche. Si elle doit se faire, c'est l'Europe qui fera la démarche. Parce que tous les jalons qui ont été posés par le Maroc depuis ces dernières décennies, ce sont des jalons incontournables. Alors, vous avez rappelé dans les liens institutionnels qui ont été lancés, 2008 le statut avancé, qui n'est pas rien, 2011 le partenariat dit de voisinage avec le Conseil de l'Europe, il y a eu cette coopération étroite, parce que, je fais une parenthèse mais vous comprenez bien, il y a deux institutions en Europe, c'est l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. La plus ancienne des deux, le Conseil de l'Europe, date de l'après-guerre mondiale, a suivi l'Union européenne, la CE, le charbon, je passe sur tous les détails de l'histoire, et il se trouve que les deux se sont regardés pendant longtemps en chaîne faïence, en disant moi je suis meilleur que l'un, que l'autre. Certes, l'Union européenne, la CE de l'époque, a toujours eu des moyens considérables. Pour vous donner un ordre de grandeur, le budget du seul Parlement européen, je ne parle pas de la Commission et tout le reste, du seul Parlement européen, était l'équivalent du budget de tout le Conseil de l'Europe. Donc, les 27 États membres du Parlement européen consommaient un budget équivalent en volume que l'intégralité des 47 États membres du Conseil de l'Europe. Donc, on est dans des proportions énormes de différence et dans un budget restreint. Donc, l'un regardait l'autre en chaîne faïence. Moi, j'ai le pouvoir de décider ça, toi, tu ne l'as pas. Nous, on a les moyens, etc. Enfin bon, et ça a duré longtemps. Mais les choses ont évolué. Et en 2012, une coopération étroite s'est faite entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. À partir de cette coopération étroite, les pays qui étaient liés avec les uns et les autres, ce qui est le cas du Maroc, se sont retrouvés boostés dans une nouvelle énergie, parce que les uns et les autres en avaient besoin. Et ça, c'était donc en 2012, et pas étonnant qu'en 2018, après, le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne a pris cet amendement pour la production agricole étendue au Sahara. C'est à ce moment-là, en 2018, que ça a été pris, avec les déboires que vous savez, suspension de cet accord qui avait été pris par le Parlement européen pour la pêche et l'agriculture, mais néanmoins un délai pour la mise en œuvre partout cassé, et pour finir on continue quand même et on ferme l'oreille, enfin bref, et ça continue. Donc on dit attention, on va rompre ça, et en même temps, on peut pas rompre, on peut continuer. C'est pour ça que je dis que c'est l'Europe qui va faire la démarche, ou qui doit faire la démarche, et elle portera ses fruits, et ça renforcera le Maroc dans sa position, non seulement de moteur pour le Sud-Sud, mais en même temps d'interlocuteur privilégié, parce qu'il est capable aujourd'hui d'être à la hauteur des interlocuteurs privilégiés que l'Europe doit avoir. Mais pas avec la seule Europe. C'est ça la grande différence, c'est que je pense que dans la configuration mondiale qui se profile, vous avez évoqué la Chine, vous avez évoqué la Russie et bien d'autres, je pense qu'il y a d'autres interlocuteurs sur un plan économique et pas que sur le plan économique, qui deviennent des interlocuteurs
mais de par l'histoire, il y a un lien important. Et je fais un petit retour en arrière, parce que lorsque l'on parle de 2008, du statut avancé, on oublie en fait complètement que le Maroc était lié à tous les éléments de la construction européenne depuis 1949. Depuis 1949, alors grâce ou au détriment du protectorat, je ne sais pas comment dire cette chose-là, mais en tout cas de comment ça s'est passé, le Maroc étant territoire français non européen d'outre-mer, comme il y a d'autres territoires, il était dans les textes, dans tous les textes de 1949 du traité de Rome et de la suite, comme faisant partie bénéficiaire de tout ce que la France et les autres pays européens étaient en train de mettre en place. Ça, on l'a oublié. Mais dans les faits, ça n'a jamais été supprimé. Je veux dire, ces textes de l'époque qui ont été... Vous savez qu'aujourd'hui, le problème de l'Europe, c'est que l'Europe n'a pas trouvé les moyens de dire, comme on le fait dans tous les pays, nous avons une nouvelle loi qui vient abroger telle et telle loi. En Europe, on n'abroge pas, on en met une couche en plus. Mais ça veut dire que les anciens textes, ils existent toujours. Et ces anciens textes-là, même s'ils sont dépassés par un nouveau texte, sont en vigueur. Donc ce qui veut dire que, normalement, si les juristes qui défendent la situation sur le plan européen en tant que tel prennent en compte cette dimension-là, ils trouvent dans les textes de 49, nommément, la présence de fait du Maroc par les liens qui les liaient, certes par le protectorat, mais qui les liaient quand même en tant que tel. Voilà, si on ferme cette parenthèse, ça me fait dire qu'un interlocuteur privilégié pour l'Union européenne à l'égard du continent africain, en tant que Maroc aussi, et aussi parce que dans cette histoire de l'Europe, il y a quand même la France, avec ses hésitations que vous rappeliez, qui a eu du mal à sortir de toutes ces périodes avec les différents États africains. Le rôle, y compris néfaste, de France-Afrique, qui s'est produit, il y a eu des points positifs, je ne veux pas le nier, mais il y a eu aussi des points qui le sont moins, a du mal à sortir de tout cela. Et donc aujourd'hui, regardez les pays francophones d'Afrique qui boutent à l'extérieur la France, je n'ai pas besoin de les citer, vous les connaissez aussi bien que moi, interrogent sur le rapport entre la France et ces pays-là. Donc un des pays européens aussi déterminant dans le dialogue, ce qui fait que si l'Europe regarde objectivement le poids que représentait la France dans le lien entre le continent africain et l'Europe, je pense qu'il y a un autre qui le représente de poids et qui a un lien constructif, c'est le Maroc. Donc c'est pour ça que je suis plutôt optimiste sur le fait de l'interlocuteur de l'Union européenne, parce qu'il y aura ce besoin. Et je passe la question de l'évolution des populations, on l'évoquait tout à l'heure, en disant que les populations en Allemagne, en France, sont vieillissantes et qu'on a besoin clairement d'une migration réfléchie, mise en place et intelligente à venir, parce que ça va être un vrai problème pour l'Europe en général, et pas seulement pour les pays que j'ai cités. Et donc là encore, il y a une raison d'avoir un interlocuteur qui a mis en place des mesures migratoires où la dimension humaine est prise en compte. Donc je réponds positivement, oui, interlocuteur privilégié, oui. Maintenant, on est peut-être à une période plus basse du dialogue, mais il ne peut pas ne pas reprendre, c'est pas possible. Alors pourquoi la France ne se positionne pas, ça, il faut demander au président français, je ne sais pas. Certains disent que Mme Brigitte Macron a des réponses, parfois il faut lui demander, mais je n'ai pas de réponse particulière auprès de la première dame de France. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.